Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un spécialiste d'intelligence économique au sens large. Vous êtes même une des figures les plus représentatives de cette discipline, on va dire, en France. Oui. Vous êtes par ailleurs le fondateur de ce qu'on appelle l'école de guerre économique, et vous allez nous en parler. Et vous publiez ce tout à fait récent ouvrage, La guerre économique au XXIe siècle, c'est chez VA Éditions. Un livre assez dense et assez complet, à la fois pour ceux qui ne connaissent pas forcément la notion et pour ceux qui voudraient l'approfondir. Je le dis pour les lecteurs potentiels, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Dans la préface à ce livre, qui est écrite par notre camarade en commun Jacques Sapir, il dit, je le cite, « Les principaux paradigmes de la guerre économique restent encore largement obscurs », ce qui est vrai à la fois d'ailleurs pour le grand public et aussi un peu pour les décideurs politiques et économiques, vous le dites, dans ce livre. J'aimerais que dans un premier temps, on définisse un peu les notions pour que les gens puissent s'y retrouver. Donc, qu'est-ce que c'est que la guerre économique, ne serait-ce par exemple que par rapport à l'intelligence économique? Alors, la guerre économique, c'est... je vais donner une définition simple. C'est la confrontation entre parties ES, pour aller chercher les richesses, les accaparer, les conserver d'une certaine manière sous sa domination, et aussi, et ça c'est un point très très important dans l'approche qu'on peut avoir du concept, c'est pour accroître sa puissance par l'économie. On y reviendra peut-être plus concrètement, mais j'insiste sur cette partie de la définition parce que dans un pays comme le nôtre, c'est pratiquement de l'art abstrait quand j'utilise cette formule. Or, elle est tout sauf abstraite, cette formule. Oui, en théorie, c'est très concret. Mais alors, quand vous dites ça, c'est à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un État? Alors, c'est important de le préciser, c'est effectivement à l'échelle d'un État. Les démonstrations les plus fortes sont à ce niveau-là. Et j'opère une distinction très simple, l'intelligence économique par rapport à la guerre économique. C'est plus, toujours pour essayer de simplifier au maximum, la manière d'utiliser l'information de manière efficace, à la fois dans un cadre de développement d'activité, mais obligatoirement de rapport de force, parce que dès qu'on se met à faire quelque chose en économie, on a toujours quelqu'un en face qui veut faire la même chose, vendre un produit équivalent, et de fait, il y a affrontement. Ce n'est jamais un jeu où les acteurs s'ignorent pour chacun travailler dans leur coin et mener leur petite vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La plupart du temps, et c'est aussi bien expliqué dans l'ouvrage, on parle surtout de sécurité économique, de compétitivité économique, mais rarement de guerre économique en réalité. Or, c'est quand même, là vous le dites, vous assumez le terme, la guerre économique au XXIe siècle. C'est quoi la guerre économique par rapport à la sécurité économique et la compétitivité économique? Est-ce que c'est des façons d'euphémiser la discipline pour ne pas l'assumer, ou est-ce que c'est simplement des champs parallèles qui s'articulent à la guerre économique? Comment ça fonctionne? Alors, j'aime bien la nuance que vous faites, parce qu'on est typiquement dans cette nuance. On n'assume pas en France un discours sur la guerre économique. Ce qui fait qu'on a mis énormément de temps avant d'oser utiliser l'expression sécurité économique. Donc, sécurité économique, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, on ne crée pas une doctrine de sécurité économique pour la beauté du geste. Mais on s'arrête là, en fait. C'est-à-dire, on a vraiment collé au corps cette approche timorée, circonstanciée, prudente, pour limiter le périmètre à protégeons nos biens. Et n'allons pas au-delà de ça. Ce qui veut dire que ce n'est jamais anodin une telle limitation d'espace mental. Et c'est vrai que nous ne sommes pas les seuls à avoir évacué un discours construit, reconnu sur ce concept-là. Il y a des explications assez précises. Enfin, je vais en donner une seule que tout le monde va comprendre, et je crois vraiment qu'il faut le répéter, le répéter. L'histoire de l'homme est conditionnée par le fait de vivre, de survivre d'abord, de vivre, et pour une partie relativement réduite, de s'enrichir. Donc le mot richesse, création de richesse,
c'est tout ce qui conditionne une partie de l'histoire humaine. Or, et c'est là le problème, c'est que c'est l'interdit. C'est-à-dire que ouvrir le capot de ce moteur-là, c'est-à-dire comment se créer de la richesse, et que ça engendre comme conséquence, notamment parce que ça va créer des affrontements de différentes natures, c'est pas possible. Parce qu'en fait, l'humanité n'a pas trouvé de solution. Même on peut dire, dans les épisodes révolutionnaires, il y en a eu un certain nombre jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à résoudre l'équation de l'enrichissement. Et ça entraîne quelque chose de très important, une sorte de blocage mental, où dès lors qu'on va sur ce terrain-là, on a, surtout pas envie de le conceptualiser dans ce qui se passe, c'est-à-dire il y a un problème, non pas d'accumulation de richesse, mais d'enrichissement qui crée des rapports de force qui vont devenir très vite des rapports de force collectifs, parce que c'est pas justement simplement le paysan qui s'enrichit par rapport à d'autres il y a 3000 ans, il y a des constitutions d'empire, et dans ces logiques d'empire, c'est pas simplement des belles histoires d'individus qui s'imaginent rois, empereurs, et qui pour des raisons purement individuelles vont s'affronter à d'autres rois ou d'autres empereurs. Non, il y a vraiment une mécanique dans l'histoire humaine qui fait que le processus d'enrichissement génère de toute façon l'affrontement, et que cet espace-là est un espace opaque sur lequel on n'a pas envie d'aller parce que d'une certaine manière, on n'y trouve pas de solution. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. Je veux dire, c'est le non-dit autour de la guerre économique, il est lié à ce que je suis en train d'évoquer. Ce qui pose un problème majeur. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on s'interdit d'analyser froidement ces logiques de rapport de force, leurs conséquences, et notamment dans l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire le développement de l'histoire humaine est conditionné par ce phénomène-là. Et très bizarrement, est pratiquement pas traité dans l'écriture et dans les grands textes théoriques. Alors on peut me dire oui, mais il y a eu le marxisme, la dénonciation de l'exploitation de l'homme par homme, etc. Ok, mais c'est le monde libéral qui règne d'une manière générale. Et c'est le doux commerce de Montesquieu. Voilà, mais on ne va pas au cœur du plus simple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec le processus d'enrichissement et quelle solution on essaie de lui trouver. Et dans l'histoire, il n'y a pas eu beaucoup de solutions. Enfin, je ne vais pas revenir sur ces jésuites qui, en Amérique latine, sont considérés comme les créateurs très concret d'un mode de vie collectif, où la richesse était évacuée comme élément central d'un système de survie ou de vie. Et des exemples comme ça, où peut-être il y a aussi dans certains peuples qui ont été analysés du côté du Pacifique, des îles... C'est épiphénoménal à l'échelle de l'humanité. Voilà. Mais dès qu'on va sur des ensembles humains numériquement importants, tout ça disparaît et on retombe dans l'opacité. Donc, la guerre économique n'existe pas. En gros, on en arrive à cette conclusion parce qu'on a le sentiment que si on en parle et si on commence à analyser cette logique-là, on va être obligé d'aller beaucoup plus loin. Et c'est le beaucoup plus loin dans l'analyse qui fait peur à tout le monde, en fait. Donc on préfère rester dans la partie acceptable du débat, c'est-à-dire, oui, on a le droit de parler de la manière de se protéger, de protéger ses biens, ça va, mais conquérir les biens de l'autre, là, déjà, ça soulève beaucoup de problèmes. Moi, cette semaine, je relisais un texte sur la manière dont Colbert aborde la rivalité avec les Provinces-Unies. Et c'est vraiment une rivalité où la notion d'enrichissement
autour d'une activité commerciale est archivisible. Le nombre de bateaux que possédait ce tout petit peuple, sa capacité à créer un empire marchand, la manière dont il déstabilisait des équilibres économiques sur des pays beaucoup plus importants, comme le Royaume de France par exemple. J'étais sidéré de voir les précautions oratoires d'un homme comme Colbert qui ne parlait pas justement du problème central, mais qui tournait autour, avec énormément de, je dirais, de souplesse en termes de terminologie. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Pays-Bas, c'est un problème pour l'enrichissement d'un royaume comme le Royaume de France, et il faut faire en sorte que ce problème disparaisse, quitte même à se coaliser avec le royaume ennemi qui s'appelle le Royaume d'Angleterre, pour faire en sorte que, à un moment donné, ça ne soit plus l'empire dominant, conquérant dans certaines directions, plutôt vers l'Asie qu'ailleurs d'ailleurs. Mais non, c'est pas dans le discours commun des possédants ou des gouvernants de l'époque. Et ce qui est marrant, c'est que on a quand même, et là c'est un exemple que vous avez, on a une longue tradition en France, vous le dites au départ de l'ouvrage, de guerre économique. Vous citez un exemple très parlant qui est celui de Louis XI. Oui. Quand il y a une espèce d'État dans l'État à l'époque, quand se constitue le Royaume de France, qui est l'État bourguignon, avec Charles le Téméraire qui considère qu'il n'a pas tellement à rendre de compte au roi de France. Et Louis XI va mener des actions de guerre économique. Est-ce que vous pouvez simplement, évidemment c'est pas l'ensemble du livre, mais une petite anecdote pour nous dire concrètement comment ça peut fonctionner? Oui, alors là, il faut rendre hommage à un historien français qui a osé aller sur ce terrain et utiliser l'expression dans sa biographie de Louis XI, justement, Jean Favier. Et Jean Favier utilise plusieurs fois dans son ouvrage l'expression guerre économique. Et effectivement, il l'illustre par des exemples. Les exemples, c'est Louis XI a bien compris que il fallait affaiblir Charles le Téméraire, c'était d'abord aller le chercher au niveau de l'argent, justement, de l'argent qui permet à Charles le Téméraire de regrouper des troupes pour se battre militairement face à Louis XI. Donc on va aller vers la Suisse, on va commencer à cerner les financiers suisses qui alimentent la caisse de Charles le Téméraire. On va aussi aller dans une autre direction, c'est l'époque où il y a ces fameuses foires commerciales qui jouent un rôle très important parce qu'elles jalonnent des chemins en Europe pour mener d'Italie jusqu'au nord de l'Europe tout un tas de produits. Et là, Louis XI va créer un circuit qui lui est propre pour commencer à parasiter complètement les foires commerciales que Charles le Téméraire détenait et qui représentait quand même un élément très actif de son duché. Bon. Et puis, c'est aussi aller... là, on conjugue à la fois l'intérêt économique, mais par la pression militaire ou diplomatique, c'est les possessions de Charles le Téméraire, notamment justement dans la zone Pays-Bas actuelle, pour amoindrir le plus possible les liens de nouveaux marchands, mais pas seulement, afin que Charles le Téméraire, petit à petit, perde sa vitalité de combattant, de chef de guerre, mais aussi, surtout, de noyau territorial qui paralyse l'extension des frontières du Royaume de France. Et alors comment on explique, quand on est un vieux pays comme la France, un des plus vieux États-nations du monde, avec une tradition comme celle-ci, parce qu'après vous expliquez, bon là on va pas faire tous les sauts, mais que ça se poursuit au moment des guerres de Révolution et napoléoniennes, blocus continental qui répond au blocus maritime, etc. Il y a bien des exemples, mais il y a une espèce de ventre mou ensuite où on perd un peu cette vision stratégique-là et on devient un pays moyen, une puissance moyenne. Je crois que c'est dans les années 90, le rapport Martre, le 94, oui, où, alors évidemment, je fais un gros saut dans le temps, oui. où vous commencez vous-même
à essayer de réinsuffler cette dynamique et faire prendre conscience aux dirigeants qu'il y a un sujet et que c'est un enjeu de puissance fondamentale. Comment on est passé d'un pays sûr de ses forces, entre guillemets, à une espèce d'État qui, comme on le disait au début, ne conçoit la guerre économique que défensivement, parce que nous, on n'a pas d'intérêt de puissance, on n'est pas comme ça. Comment on explique cet écart ? Alors, je crois qu'il y a des circonstances historiques qui marquent les esprits. On focalise beaucoup en France sur la personnalité de Napoléon Ier, mais en fait, quand on regarde Napoléon Ier, c'était un grand chef militaire, ça je crois que tout le monde est d'accord, mais en revanche, c'était quoi sa vision de la conquête, et notamment de la conquête territoriale. Et on voit bien qu'il y a une approche assez particulière, hein, c'est-à-dire il va distribuer des territoires conquis à des gens très proches de lui, hein, pensez Murat, le roi de Naples, des gens comme ça, des membres de sa famille, etc. Donc là, on est très très loin d'un Bonaparte dans l'élan révolutionnaire, portant un discours, on va libérer les peuples, du joug monarchique, on va leur permettre de s'émanciper, de devenir peut-être des républiques, comme la République française, etc. Donc ça, c'était hélas très vite devenu de la communication. Hein, on est très habitué aujourd'hui à ce genre de pirouettes intellectuelles, ou d'annonces, ou d'effets d'annonces. En fait, quand Bonaparte accède réellement au pouvoir total, dans un pays comme la France, qui devient empereur, on attend qu'il ait une pensée stratégique par rapport à ce qui se passe. On aurait pu imaginer qu'au lieu de rentrer dans cet habit d'empereur avec tout ce que ça voulait dire, il ait cette intelligence géopolitique de réellement permettre au peuple à qui il l'avait promis de les aider à devenir des républiques. Et non pas, et notamment dans la zone italienne, de commencer à distribuer à ses proches des dominions, je ne sais pas comment appeler ça, mais qui ne correspondaient en rien au discours initial et à l'élan révolutionnaire à l'époque de Bonaparte. Parce qu'il y a toute une histoire, je suis désolé de le dire ainsi, pour les admirateurs de Napoléon Ier, mais il y a toute une partie de l'histoire personnelle de Napoléon Ier qui est liée à l'enrichissement de sa famille ou de ses proches. Et ça n'a rien à voir avec la destinée d'un pays, enfin, il me semble. Ce qui veut dire que là, il y a un marquage très très fort. Napoléon Ier, chef de guerre, conquérant de territoire, tenant à un moment donné en main l'Europe continentale, et quand on regarde finalement ce qu'il en a fait, on n'est pas tout à fait satisfait du résultat. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la pensée stratégique de l'empereur, comme on l'appelait, sur des points très importants. On voit cette dissociation entre une pensée tactique sur l'aspect menace de l'envahisseur et une pensée très opportuniste sur des logiques d'enrichissement personnel. Alors ça, c'est quand même une chute forte et brutale, d'autant plus forte et brutale que les guerres révolutionnaires ont quand même engendré au sein de la nouvelle administration étatique qui est née sous la Révolution française, d'un réflexe qui est le réflexe de survie de l'État révolutionnaire français. Avant, bien entendu, directoire, consulat et Premier Empire. Là, on va voir apparaître au sein des commis de l'État révolutionnaire des individus qui comprennent que pour sauver la République, il faut sauver aussi l'économie de la République. Il faut sauver aussi la manière dont elle peut continuer à faire fonctionner ses armées et tout ce qui va avec. Et là, on voit apparaître des individus qui créent les soubassements d'une culture, on peut l'appeler ainsi, sur comment faire en sorte que la France ne tombe pas dans les mains du royaume d'Angleterre. Mais pas simplement sur les batailles où le royaume d'Angleterre finance nos ennemis,
et où il joue, comme on le sait, très peu avec ses propres armées sur le terrain. Non, sur la survie des manufactures, on se rend compte qu'on a un très grand retard sur la révolution industrielle qui est née en Angleterre, que compenser ce retard, ça ne va pas se faire simplement en retroussant ses manches, comme diraient certains personnages bien longtemps après. Non, là, on voit apparaître la nécessité de sauver la mise. Et alors, on doit quand même reconnaître à Napoléon Ier une chose, c'est d'avoir créé au début du XIXe siècle un système pour sauver la mise. C'est-à-dire comment on va utiliser tous les moyens possibles pour copier ce que les Anglais ont inventé, importer des machines qu'on achète ou par la contrebande, voler du savoir-faire. Tout sera tenté, et avec une certaine réussite. Mais ça s'arrête à ça. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a fait, on passe à autre chose. Mais, et là je renvoie à un auteur que j'apprécie beaucoup, David Todd, quand il écrit son ouvrage « Identité économique de la France », donc il explique un peu ce qui se passe après, sous la Restauration, et là, il nous montre que des rescapés de cette structure de l'État révolutionnaire, qui avait, on peut le dire, un début de pensée stratégique sur la question de la guerre économique, en fait, vont, contre vent et marée, tenter de conserver une sorte de cohérence de l'économie française sous la Restauration. Là, on peut dire, David Todd, c'est notamment un grand commis de l'État qui va s'appuyer sur l'appareil des douanes, qui était puissant à l'époque, beaucoup plus puissant qu'aujourd'hui. Je ne veux pas te tromper, mais Todd dit qu'il y a moins de 100 000 fonctionnaires à la sortie du Premier Empire, et sur ces quelques dizaines de milliers de fonctionnaires, il y en a 15 000 qui sont douaniers, c'est énorme. À la fois pour gérer la complexité du commerce intérieur, il y a encore plein de droits de passage d'un territoire à l'autre, d'une ville à l'autre, etc. Mais aussi, et c'est ça qui est important, bloquer l'arrivée de la concurrence étrangère, et notamment britannique, qui arrive avec ses produits manufacturés, son avance industrielle, etc. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se fait un peu en catimini. Et ça se fait d'autant plus en catimini, et tout le monde va le comprendre, c'est que pour rétablir le roi de France, qui rétablit le roi de France? Des monarchies européennes. Ce sont elles qui vont affronter Napoléon Ier. Donc là, on est dans un cas de figure assez spectaculaire. C'est-à-dire que des puissances étrangères permettent à une force politique intérieure française de revenir au pouvoir, la monarchie, et il y a un prix à payer quand même. Ce qui veut dire que les monarques sous la Restauration, les monarques français, sont gênés pour contrer des initiatives assez avant-gardistes des Britanniques pour affaiblir notre système de protection économique, de défense économique, qui perdure et qu'ils vont tenter de contourner, d'amoindrir, et là de manière, je trouve, très très innovante, c'est-à-dire que ils vont pas être brutaux en toquant à la porte en disant « vous ouvrez vos frontières, sinon on arrive avec les mesures de rétention militaire ». Non. Comme ça a été le cas en Chine pour les guerres de l'opium. Exactement. Là, ils sont beaucoup plus subtils. Ils préfèrent mener ce qu'on appelle aujourd'hui des opérations d'influence, regrouper des décideurs français sur les vieilles terres anglaises qui ne sont pas du tout satisfaits des contraintes, en fait, sur leurs propres produits vers l'exportation. Donc tout le système de taxation qui est mis en place, en fait, pour se protéger, mais ça, eux, ça les contraint. Et on va publier des ouvrages, notamment celui d'Adam Smith. On va faire s'exprimer ces gens-là. On va essayer de créer des
des noyaux de décideurs qui vont se parler. Et finalement, à un moment donné, ça sera un peu trop voyant. Donc là, au bout de quelques années, il y aura quand même une mesure coercitive de la part du roi de France pour évacuer cette menace, mais cette menace reviendra plus tard, encore sous une autre forme, Napoléon III, le traité de libre-échange, etc. Donc, votre question, elle est centrale, c'est-à-dire que il n'y a pas eu un débat officiel. J'ai bien dit, c'était en catimini. Il n'y a pas eu, au lendemain de la Restauration, lorsqu'on a instauré la Troisième République, une espèce de remise à l'heure des pendules pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Quel est le bilan ? Le Second Empire, on vante les extraordinaires qualités de Napoléon III. On revient à un empereur. Je n'ai rien contre les empereurs, mais quand même, je note que Napoléon III, c'est vrai, avait un discours social, c'est vrai, avait un discours de modernisation du cadre industriel français, mais c'est vrai aussi qu'il a détruit notre système embryonnaire de sécurité économique. Et le traité de libre-échange, c'était la porte ouverte, hélas, à une autre voie. Et la Troisième République ne fait aucun bilan sur ça. Et je passe sur l'autre ouvrage de David Todd, L'Empire de velours. La Troisième République, elle est, comment dire, aussi dans une certaine démarche de catimini, c'est-à-dire on rachète des dettes, déjà avant elle d'ailleurs, à l'Égypte pour la rendre dépendante, on gère ce dossier-là, on le récupère, on essaie de marquer des points, mais sans doctrine, sans débat. Le seul débat qu'il y aura, et vous le savez comme moi, c'est quand il y a la défaite de 70, et là, il y a... là, c'est documenté, il y a des textes consultables sur Internet de l'Assemblée nationale où effectivement un certain Jules Ferry s'oppose à Clémenceau, et Jules Ferry, dans des termes assez particuliers, prône la création d'un empire colonial pour compenser la défaite majeure sur le théâtre européen qui est la guerre de 70 face à la Prusse. Mais tout ça, c'est une espèce de ligne brisée où finalement on cherche vraiment qui a pris la parole, qui a synthétisé cette réalité. Et le drame un peu, on pourrait dans ce cas-là, si le politique ne le fait pas, qu'en est-il des historiens ? Qu'a fait le monde académique ? Non, le monde académique n'a pas repris la balle au bon, comme on dit. Mais vous dites dans le livre que c'est un domaine qui est de fait opaque, parce qu'on se vante jamais de ce genre de choses, ou rarement, et que ça explique aussi en partie le fait que le monde académique, qu'il y ait moins de littérature académique que dans beaucoup d'autres domaines, finalement. Ah oui, alors, c'est encore plus vrai au XXe siècle, parce que quand on commence à avoir accès à des périmètres plus visibles, appelons-les comme tels, de ce que j'appellerais la guerre économique. Exemple, si on a beaucoup travaillé à l'EGE sur le pétrole, mais pas tellement sous l'angle de la prospection pétrolière et des techniques qui vont avec, mais c'est quoi le pétrole dans l'histoire de la fin du 19e siècle et du 20e siècle ? Si on me répond c'est une extraordinaire aventure industrielle, peut-être, mais là je vais prendre les ordres de grandeur, c'est très vite un affrontement entre puissances pour des enjeux énergétiques, d'abord à finalité militaire, parce qu'il faut faire bouger des navires et les passer de tel type de mode de propulsion à tel autre, et puis au-delà de ça, on ne va pas parler de l'arme blindée, de l'aviation, enfin tout ce qui découle de la guerre elle-même et qui va prendre de plus en plus d'importance. On a aussi le couplage contrôle territorial et contrôle des gisements pétroliers. Donc, c'est quand même extraordinaire qu'on ait oublié que les Britanniques avaient créé l'État artificiel qui s'appelle l'Irak. Que dans les accords Sykes-Picot, on voit comment les Britanniques nous imposent
leur vue sur les intérêts géoéconomiques qu'ils cherchent à obtenir dans la préservation, voire l'élargissement de leur empire, alors que nous, on se rabat sur des logiques qui sont très différentes, où il n'y a pas justement cette espèce de matrice qui consiste à dire, si on a un empire, c'est pas simplement pour dire on existe dans les relations internationales. C'est, concrètement parlant, ça rapporte quoi un empire? Concrètement parlant, le pétrole, ça rapporte des choses. Hein. Ça, je pense que c'est très difficile d'en contester l'évidence. Et c'est vrai que sur un cas aussi démonstratif que le pétrole, on découvre que, il faut presque que des gens qui viennent de l'extrême gauche, je pense à un livre qui est sorti aux éditions de la Découverte, et qui parle de cette histoire du pétrole, et qui aborde à certains moments les aspects rapport de puissance, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Quand on me parle par exemple de l'Empire Rockefeller, de la Standard Oil, et qu'en 2024, on ose dire que oui, le trust Rockefeller a été démantelé alors que c'était faux. Enfin, je veux dire, il y a eu plusieurs morceaux qui continuaient à travailler très habilement ensemble. C'est-à-dire la Standard Oil n'a pas été démantelée. Elle a été en apparence démantelée. Donc, ce jeu de dissimulation, de contournement, encore une fois, de ce que j'appellerais des évidences, malheureusement, il n'y a pas que dans le pétrole. C'est-à-dire que dans l'histoire du XXe siècle, moi, ma surprise, c'est que en arrivant dans le dernier quart, quand je me mets à travailler sur ces questions-là, je découvre que ceux qui ont osé utiliser l'expression guerre économique passent pour soit des farfelus, soit des gens dont on va très vite se méfier parce que, et pour cause, si je prends le cas de Benoît Méchain, dans son Histoire de l'armée allemande, premier tome, édition bouquin, chez Plomb, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, pas me tromper d'éditeur, je vais fâcher des gens, mais qu'est-ce qu'il raconte dans cette première partie d'ouvrage, ce premier tome? Il y a un chapitre sur le Japon. Et c'est un chapitre remarquable, parce que là, il explique comment le Japon, l'Empire nippon, s'empare de la Mandchourie, crée un État fantoche, le Manchukuo, développe un système capitaliste d'un genre nouveau, une compagnie de chemin de fer qui organise tout le système économique d'un territoire conquis, le modernise à une vitesse sidérante, et c'est un des très rares écrits qui est compréhensible par tout le monde et qui est une remarquable analyse de ce que j'appelle l'accroissement de puissance par l'économie, avec là tous les ingrédients. Pourquoi une compagnie de chemin de fer? Parce que les Japonais ont copié l'exemple des compagnies de chemin de fer américaines du 19e siècle. Vous dites dans le livre, c'est la politique des raccourcis, ça. C'est-à-dire mais bien sûr, ils bénéficient de tout l'apport de l'Occident. Ils passent directement au dernier stade en copiant ce qui a été fait, en raccourcissant. Tout à fait. Et non pas du rattrapage, comme disait Michel Rocard. Du raccourci. C'est pas la même chose. Là, il y a une vraie pensée stratégique qui consiste à aller à l'essentiel, qui consiste à utiliser la ruse, qui consiste à rouler les autres dans la farine, parce que les Japonais ont été remarquablement doués pour ça, au point d'énerver les Britanniques d'ailleurs, parce que quand vous commandez les plans d'un navire et que vous annulez la commande au dernier moment pour garder les plans et essayer de fabriquer le navire vous-même, à un moment donné, ça finit par se savoir. Et les Britanniques, il ne faut pas trop les chauffer sur ce genre de choses, comme on dit vulgairement. Donc, mais ils ont réussi quand même. Ils ont réussi. Et je reviens sur le point de départ. Mais il y a combien d'écrits en France, au XIXe siècle, pour aborder cette question-là? Il y en a combien? Donc on a une pauvreté en termes d'écriture qui est monumentale. On les cherche, les écrits. Et il faut presque faire de l'archéologie, entre guillemets. Donc, le problème de la ligne brisée qui date de très très loin
on la retrouve là. Et c'est vrai que quand je m'arrête quelques secondes sur l'ordonnance de 59, partie défense économique, je me dis là, je vais peut-être trouver enfin un début de quelque chose. Bah non, en fait, j'ai une espèce de raccourci historique, c'est le cas de le dire, par rapport à la guerre froide, à l'Union soviétique, mais j'ai même pas le début du commencement d'une analyse pour dire nous sommes à telle année. Assez avancé dans l'histoire du XXe siècle. On a un problème qui s'est appelé le pillage mené par l'Union soviétique dans les économies de marché occidentales. Bilan de ce pillage. C'est quoi le bilan ? Au-delà de certains écrits sur l'espionnage russe, soviétique, pardon, c'est quoi le bilan ? Or, on entrevoit quand même l'ordre de grandeur du pillage à un moment donné, c'est par notamment l'affaire Farewell, qui est quand même une photographie assez saisissante de l'ordre de grandeur. Mais croyez-vous qu'on va sérieusement analyser le sujet ? Analyser le sujet, ça veut dire, mais c'est une défaite monumentale du camp occidental. On s'est fait piller, mais quand on parlait de pillage, on pensait aux Japonais à une époque. Mais là, le pillage soviétique va durer presque 70 ans. Il continue après la fin de l'Union soviétique. Il prend d'autres formes. Et croyez-vous qu'on va, à un moment donné, faire un bilan ? Non, parce qu'on en a honte. 2, parce qu'on ne sait pas le combattre. 3, parce que c'est une épine plantée dans le pied de l'histoire de la politique française, parce qu'à un moment donné, il faut bien le reconnaître, c'était pas les agents soviétiques qui pillaient, c'était des Français qui voulaient, pour des raisons diverses, mais la première raison, c'était de défendre la survie du seul pays socialiste qui était né dans le monde grâce à la révolution bolchevique. Donc il y avait une coopération spontanée avec des remontées d'informations, mais très très importante d'entreprises en France, etc. Parce que l'affaire Farewell, c'est une anecdote, mais c'est un agent double, hein, c'est ça Oui, voilà, c'est un officier du KGB qui travaille dans la direction du KGB qui s'occupe de ce pillage et qui va contacter un officier français qui le met en rapport avec la DST, pas avec le SDEC, avec la Direction de la Surveillance du Territoire. C'est la DST qui va gérer donc cette opération, et l'officier donc qui trahit, l'officier soviétique, communique à la DST une masse hyper importante de documents qui constituent une base d'études assez sérieuse pour évaluer l'ordre de grandeur en question. Mais à ma connaissance, je ne crois pas que ça a été fait. Je signale dans le livre qu'il y a 2 personnes qui ont travaillé au moment de l'effondrement du mur de Berlin sur les archives de la Stasi, parce que là, elles ont eu accès à ces archives, et dans les archives de la Stasi, il y a tout un tas de documents sur le pillage mené par les services de renseignement de la RDA dans la partie occidentale de l'Europe. Et ces chercheurs ont fait des travaux pour dire, mais en fait, ça rapporte quoi, pour aller à une formule simple, et essayer de voir si ce pillage, il était finalement pas folklorique, mais il représentait finalement peu de choses, ou si au contraire, il représentait beaucoup.